Il existe plusieurs méthodes pour obtenir des alcools, dont certaines dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc par exemple, d'abord, avec les alcènes, on peut obtenir des alcools en ajoutant un groupe hydroxyle avec addition de OH selon Markovnikov, ou une addition anti-Markovnikov. Je vais noter juste anti-M. Une autre méthode pour obtenir des alcools par des halogénures d'alkyle, en passant par une réaction SN1 ou SN2. Et enfin, une méthode dont on n'a pas encore parlé, c'est l'obtention d'alcool à partir de composés carbonylés. Et là encore, il y a plusieurs façons de procéder. Donc il y a avec le tétrahydruroborate de sodium, NaBH4, qu'on va développer dans cette vidéo. On peut aussi utiliser le tétrahydruroaluminate de lithium, LiAlH4, qu'on verra dans une prochaine vidéo, ou encore des composés organométalliques tels que le réactif de Grignard. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'utilisation du tétrahydruroborate de sodium et on reviendra sur les autres un peu plus tard. Alors si on part d'un composé carbonylé, qui est représenté ici génériquement sous la forme d'un carbone avec une double liaison à un oxygène, et qui porte donc soit un groupement alkyle, soit deux. Ici, on peut avoir un hydrogène ou un autre groupement alkyle R'. Donc ça peut être un aldéhyde ou une cétone. Et on va ajouter dans un premier temps le tétrahydruroborate de sodium, NaBH4, puis dans un deuxième temps une source de protons. Donc ici, je note H+, et on va former un alcool primaire ou un alcool secondaire selon la molécule de départ. En effet, on ajoute ici un hydrogène, et si on avait ici déjà un hydrogène, on obtient un alcool primaire, et si on avait un autre groupe alkyle, on a un alcool secondaire. Donc voyons le mécanisme. Si je commence avec une cétone, donc je vais noter ici liaison avec O et deux groupes alkyles, R et R'. L'oxygène ici a deux doublets non liants, et j'ajoute le tétrahydruroborate de sodium, NaBH4, que je vais représenter directement sous sa forme Na+. Donc le sodium porte une charge positive, et BH4 qui porte une charge négative sur le brome. On a ici 4 liaisons avec des atomes d'hydrogène, ce qui procure à ce brome une charge négative. Et si on représente le mécanisme de manière simplifiée, on a donc au niveau de cette cétone une liaison polarisée. Ici, il y a une différence d'électronégativité entre le carbone et l'oxygène. L'oxygène est plus électronégatif, ce qui veut dire que les électrons de cette double liaison vont être plus attirés vers l'oxygène. Ainsi, l'oxygène porte une charge partielle négative, delta-, tandis que le carbone porte une charge partielle positive, delta+. Et donc ce carbone partiellement chargé positivement, c'est notre électrophile. Il veut des électrons. Et donc où il pourrait en obtenir des électrons? Eh bien, il y a abondance d'électrons au niveau de ce BH4-, qui est du coup notre nucléophile. Et ce sont les électrons de la liaison BH ici, qui vont venir attaquer au niveau de l'électrophile pour former une liaison entre le carbone et l'hydrogène. Dans le même temps, cela permet aux électrons pi de la double liaison de se rediriger vers l'oxygène, dessinons le résultat ici. Donc on a toujours le carbone ici qui était présent au niveau de cette cétone. Il porte toujours R et R', et il a maintenant une liaison avec un atome d'hydrogène. On peut représenter d'ailleurs cette liaison en bleu pour bien suivre les électrons, ce sont ces électrons-ci. Et il n'a plus qu'une seule liaison avec l'oxygène qui porte maintenant 3 doublets non liants et en récupérer le doublet présent dans la double liaison. Et donc il porte maintenant une charge négative. Donc en résumé, dans cette étape, le tétrahydruroborate de sodium est une source d'anion hydrure. Cet hydrogène qu'on a ajouté ici, qui est arrivé avec 2 électrons de valence et sa charge négative, donc qu'on peut aussi écrire comme ceci, avec ses électrons de valence et sa charge négative, ça c'est l'ion hydrure. Alors l'ion hydrure lui-même n'est pas un bon nucléophile, car il n'est pas assez polarisable, c'est une trop petite molécule,
Et ici, il est fourni par le tétrahydruroborate. Et on a toujours Na+, et maintenant BH3. Dans la prochaine étape, on ajoute au milieu des protons. Donc on ajoute des protons. Et ce produit de réaction avec des doublés non liants en excès au niveau de l'oxygène, avec sa charge négative, il va jouer le rôle de base et il va capter un proton. Ici, on va avoir un doublet qui va aller récupérer le proton, créant une liaison avec l'atome d'hydrogène, et c'est ainsi qu'on aura formé notre alcool. On a ici le carbone avec ces deux groupes alkyles, à qui on a ajouté un hydrogène dans la première étape, et qui porte maintenant un groupe hydroxyle. Cet alcool ici est un alcool secondaire, puisqu'il y a deux liaisons avec des groupes alkyles. Si on était parti d'un aldéhyde, avec déjà un hydrogène ici à la place d'un autre groupe alkyle, on aurait un alcool primaire. Donc voyons sur un exemple concret. On va effectuer cette réaction avec la vanilline. Donc c'est une molécule à l'odeur très agréable, puisque c'est elle qui donne à la vanille son arôme si populaire. Donc la vanilline, c'est un aldéhyde. Elle porte ici un groupe aldéhyde. Et elle a également d'autres substituants que je vais représenter. Et c'est à cette fonction aldéhyde qu'on va s'intéresser pour notre réaction. Pour cette réaction, on ajoute dans un premier temps le tétrahydruroborate de sodium. Et pour la deuxième étape, une source de protons. L'acide chlorhydrique, HCl, marche très bien, mais je vais noter uniquement ici H+, on apporte une source de protons. Donc quand tu es face à ce type de question, pour un exercice ou un examen, et qu'il faut trouver le produit de réaction, en général, on va aussi représenter les intermédiaires de réaction. Ici, on retrouve les deux doublés non liants que je vais représenter, et ce carbone qui est l'électrophile. Donc la première étape de notre réaction, c'est l'attaque nucléophile du tétrahydruroborate, qui va permettre l'ajout d'un anion hydrure sur ce carbone. Donc on peut représenter ici l'anion hydrure avec son doublet qui va venir former une liaison au niveau du carbone de cet aldéhyde, ce qui permet aux électrons de la liaison pi de se rediriger sur l'atome d'oxygène. Le produit de cette réaction, donc on retrouve la même structure de molécules, porte maintenant une charge négative au niveau de cet oxygène qui a 3 doublés non liants, et on a ajouté un hydrogène sur le carbone. Je peux respecter les codes couleurs pour permettre de suivre plus facilement le déplacement des électrons et les liaisons qui se sont créées. Et on va continuer ici avec cet oxygène grâce à un doublet non liant qui va capter le proton apporté dans la deuxième partie de la réaction pour former l'alcool qui a une structure très proche de la vanilline, donc il va en garder les propriétés aromatiques, il va avoir une odeur très similaire. On a ajouté sur ce carbone un hydrogène et ici une fonction alcool. Donc comment classifierait-on cet alcool? Le carbone qui porte la fonction alcool est lié à 2 hydrogènes et à un seul autre carbone ici. Donc on a affaire à un alcool primaire. Et chaque fois qu'on partira d'un aldéhyde, on obtiendra un alcool primaire. Du coup, essayons cette fois en partant d'une cétone. Je vais choisir la cyclohexanone, donc, qui se représente comme ceci, avec l'acétone ici, un oxygène avec 2 doublés non liants. J'ajoute le tétrahydruroborate de sodium, et je peux même ajouter dans la réaction de suite le donneur de protons, et cette fois-ci je vais utiliser le méthanol. CH3OH qui sera mon donneur de protons. À nouveau, c'est toujours le même mécanisme. C'est le tétrahydruroborate qui va fournir en fait un anion hydrure, comme ceci, un hydrogène qui porte 2 électrons de valence et donc une charge négative qui va pouvoir venir ici s'attaquer au carbone électrophile pour créer une liaison qui va avoir pour effet
de rediriger les électrons de la double liaison vers l'atome d'oxygène. On a un intermédiaire de réaction qui porte maintenant une charge négative au niveau de l'oxygène, qui a 3 doubles non-liants, et qui va venir capter le proton du méthanol pour aboutir au produit final de réaction, le cyclohexanol, qui est en fait donc à partir de la cyclohexanone, on a ajouté un hydrogène et un groupe hydroxyle. J'ai gardé ici la représentation de cet atome d'hydrogène pour pouvoir discuter de cette réaction. On a affaire ici à une réduction. On a réduit une cétone pour former un alcool. Si on regarde l'état d'oxydation du carbone fonctionnel pour chaque molécule, je vais redessiner ici la cyclohexanone avec les électrons en jeu qui nous intéressent. On en a donc ici, il y a à chaque fois 2 électrons impliqués dans chaque liaison. Ici également, on a 2 électrons qui forment la liaison carbone-carbone. Et on va essayer de déterminer le nombre d'oxydation de ce carbone fonctionnel. Comme on l'a vu dans d'autres vidéos, c'est une question d'électronégativité. Donc dans la bataille entre l'oxygène et le carbone, pour les électrons de cette double liaison, l'oxygène, qui est plus électronégatif, l'emporte. Et donc ces électrons, on va les associer plutôt à l'oxygène. En revanche, ici, dans une bataille entre 2 atomes de carbone, ils ont une électronégativité équivalente, donc ils vont se partager les électrons de la liaison, chacun en récupère un. Ici, c'est pareil. Et quand on veut déterminer le nombre d'oxydation, on utilise le nombre d'électrons de valence qu'un carbone possède normalement autour de lui, donc 4, dont on soustrait le nombre d'électrons qui sont présents en tenant compte de l'électronégativité. Ici, on en a 2. 4 moins 2, c'est égal à 2, à plus 2, on va le noter. L'état d'oxydation de ce carbone est de plus 2. Et après notre réaction, on arrive à l'alcool, qui a donc les mêmes carbones ici. Et cette fois, on a une liaison avec un hydrogène et une liaison avec un oxygène, qui lui-même porte un hydrogène et 2 doublets non-liants. Il y a toujours 2 électrons par liaison. Et cette fois-ci, en s'intéressant à l'électronégativité des différents atomes en jeu, ici, carbone contre carbone, ils sont à égalité, donc ils se partagent les électrons de la liaison. Pareil ici. Carbone contre hydrogène, eh bien le carbone est un peu plus électronégatif que l'hydrogène, donc cette fois-ci, c'est lui qui va davantage attirer les électrons, et donc il va remporter les 2 électrons de cette liaison. Et contre l'oxygène, eh bien l'oxygène est plus électronégatif que le carbone. Les électrons seront davantage associés à l'oxygène. Et ici, eh bien, par rapport aux 4 électrons attendus autour du carbone, on en retrouve 1, 2, 3, 4. On atteint un état d'oxydation de 0. Donc on part d'un état d'oxydation de plus 2, et ce nombre est réduit à 0. Donc c'est une réaction de réduction. Plusieurs façons de le voir pour retenir cette définition, c'est que la réduction, c'est une diminution, c'est synonyme de réduction, c'est une diminution de l'état d'oxydation, ou bien le carbone gagne des électrons, ou encore le carbone a perdu des liaisons avec l'oxygène, ici il en avait 2, il n'en a plus qu'une, et il gagne des liaisons avec l'hydrogène. Mais passer par les états d'oxydation reste le meilleur moyen de se le représenter. Ici, c'est une réduction d'une cétone en alcool. Voilà, dans la prochaine vidéo, on verra comment on peut obtenir des alcools à partir du tétrahydruroaluminate de lithium, et on verra que c'est très similaire à la réaction qu'on vient de voir.